Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Le Mali commémore ce 16 mai le 37e anniversaire de la disparition de son premier président. Il s'agit de Modibo Keïta. La cérémonie commémorative a été marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu par le président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta rend ainsi hommage à celui grâce à qui le Mali a accédé à son indépendance en 1960. Pour le chef de l'État, l'exemple patriotique du président Modibo Keïta doit inspirer la jeune génération. Brahma Traoré, compte rendu. Une grande nation n'oublie jamais ses dignes fils. Le Mali respecte un devoir de mémoire à l'égard de son premier président Modibo Keïta. Ce 16 mai 2014 marque le 37e anniversaire de la disparition du père de l'indépendance. Et c'est tout le peuple malien qui se souvient. 10h13, le président de la République arrive au cimetière d'Amdalaï. Le chef de l'État doit sacrifier à une tradition, celle du dépôt d'une gerbe de fleurs sous la tombe de l'illustre disparu. À son arrivée, le président Ibrahim Boubacar Keïta a eu droit à tous les honneurs. Sous les notes funèbres, le chef de l'État s'est recueilli devant la tombe du premier président du Mali indépendant. Ce geste présidentiel rend hommage à l'une des figures emblématiques de l'histoire du Mali, entendez-la Modibo Keïta, grâce à qui notre pays a accédé à la souveraineté nationale et internationale en 1960. Je remercie vivement le président de la République, malgré son emploi du temps très chargé, est venu déposer la gerbe sur la tombe. Le premier président du Mali reste toujours le grand baobab de l'Afrique. Il était le grand panafricaniste. Il a toujours été le père des pionniers, le père des jeunes. Il a été l'homme intègre, le symbole de l'intégrité, le symbole du patriotisme. Pour le président de la République, la commémoration de la disparition de Modibo Keïta est une reconnaissance de l'œuvre de l'homme. C'est pourquoi Ibrahim Boubacar Keïta place l'événement sous les signes. Le souvenir d'un grand, à tout point de vue. Un grand dirigeant, un grand patriote, un grand Africain, un homme qui a aimé ce peuple jusqu'au sacrifice suprême. Et le Mali n'aura jamais à rendre assez d'honneur au président Modibo Keïta, digne fils de ce pays, qui, le premier, nous a installés dans la vie internationale. Maintenant, un combat que l'on sait contre le colonialisme, en essayant d'édifier un pays indépendant économiquement et politiquement, dans les conditions que l'on sait également, et cela lui a valu ce que l'on sait. Et cet homme mérite d'être honoré, et nous le faisons aujourd'hui au nom de la nation malienne, de bien bonne grâce. C'est un devoir auquel nous nous soumettrons chaque fois l'année révolue. Et je voudrais encore une fois dire au président Modibo Keïta combien notre nation lui est reconnaissante. Il est bon que nous fassions ce genre de cérémonie pour que les générations montanes se souviennent de la beauté du patriotisme, de la beauté de l'amour de la patrie, de la beauté de l'engagement de toutes ses forces pour son peuple. C'est cela que Modibo Keïta, tout cela qu'il a symbolisé. Après son adresse à la presse, le président Ibrahim Boubacar Keïta a salué les personnalités présentes, au premier rang desquelles les représentants de la famille de Modibo Keïta, ses compagnons de lutte et les membres du gouvernement. Des salutations ponctuées par des prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Toujours dans le cadre de cette commémoration, l'IMRDA a organisé cet après-midi une marche funèbre. La marche donc a débuté au quartier Wolofobougou pour s'achever au cimetière de Amdalaï, compte rendu Daouda Sidiki Diarra. Un devoir de mémoire.
C'est le 16 mai 1977 que le premier président du Mali indépendant a trouvé la mort dans des conditions non élucidées, étant en détention. 37 ans après sa mort, l'UMRDA a tenu à lui rendre un hommage particulier ce vendredi. Des militants de ce parti et d'autres partis amis ont battu les pavés dans le silence pour se rendre au cimetière de Hamdalaye où repose le père de la nation malienne, Feu Modibo Keïta. Le président Modibo Keïta, premier secrétaire général de l'Union sonnaise RDA, et le père fondateur de la nation moderne du Mali, a été assassiné dans des conditions que nous ne qualifions plus, parce que lui-même, sa famille, la famille de son épouse et tous les militants du RDA, nous sommes engagés dans ce que l'État du Mali est en train de faire, c'est-à-dire le rapprochement des Maliens pour aller vers la paix, pour que nous puissions nous faire face aux préoccupations les plus importantes. Bien que n'étant plus physiquement avec eux, ses camarades du parti les gardent dans leur cœur. Les militants de l'UMRDA se sont inclinés devant la mémoire du président Feu Modibo Keïta. Venir sur la tombe de Modibo nous recueille tous les ans, c'est rendre hommage effectivement à cet homme-là, dont l'idéal et la vision demeurent impérissables pour le Mali. Il a su trouver et indiquer pour le Mali la voie qui peut assurer son indépendance, sa dignité, sa présence dans un monde qui se complique de plus en plus. Nous sommes ses héritiers, nous perpétuons ses valeurs et nous espérons que le Mali viendra à cela. Et le plus tôt sera le mieux pour le Mali. Selon un admirateur du président, Modibo Keïta fait partie des grands hommes d'Afrique. Nous devons suivre la ligne qu'il nous a tracée. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience aujourd'hui une délégation des ministres des Affaires étrangères et plusieurs autres personnalités venues prendre part à la deuxième réunion ministérielle de la plateforme de coordination des stratégies pour le Sahel. Ils sont venus rendre compte des résultats des travaux de la réunion axés sur deux points importants. Pierre Bouyoya, haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, porte-parole de la délégation, il est au micro de Gary Boupéou. Nous avons indiqué au président les résultats de notre réunion, que cette réunion c'était un pas de plus dans la mise en application de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, que nous avons fait deux choses importantes. D'abord, nous avons approuvé la feuille de route de la présidence malienne, parce que c'est le Mali qui joue le rôle de coordination des pays du Sahel pendant 2 ans. Ensuite, nous avons apprécié le travail du secrétariat technique, dont le rôle est de coordonner les différentes stratégies. Ils nous ont indiqué leur plan d'action. Et pour finir, nous avons décidé de nous retrouver au mois de dans 6 mois pour alors prendre connaissance de la cartographie des différents projets structurants qui sont envisagés pour le Sahel par les différentes institutions. Donc nous avons fait rapport à son Excellence le Président de la République, qui nous a encouragés et qui nous a exprimé encore une fois la volonté politique du Mali, mais aussi la volonté politique des pays du Sahel, à commencer par le G5 Sahel dont le Mali fait partie. Et donc, et nous l'avons remercié pour cela parce qu'il est important pour aller de l'avant qu'il y ait cette volonté politique. Il est important pour aller de l'avant que les pays du Sahel s'approprient ces programmes. Et il y a un rôle important pour le Mali qui préside cette plateforme de coordination pour les 2 années à venir. Je vous le disais en titre, pour sa première visite à l'intérieur du pays, le Premier ministre Moussa Mara a procédé ce matin à Goundam au lancement officiel du démarrage des travaux de réhabilitation et de construction de la route Gomakura-Tombouctou et Diré-Goundam. Les travaux qui seront réalisés dans 31 mois vont coûter à l'Union européenne et au gouvernement malien la somme de 105 milliards de francs CFA. Envoyés spéciaux, Mamari Kone et Adama Kamara.
La reprise des travaux de réhabilitation et de construction de la route Goma-Koura-Tombouctou et Diré-Goundam est la preuve que la paix est de retour dans le nord de notre pays. Lancés en 2010, les travaux ont été arrêtés au lendemain des événements de 2012. Ils reprennent ce 16 mai 2014 au bonheur des populations. Un bonheur manifesté à travers une forte mobilisation des populations. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui et dont l'objet est la reprise des travaux Goma-Koura-Tombouctou prouve à suffisance que la question du développement du Nord n'est plus un slogan politique. En réalité, elle résulte de l'engagement du président de la République, de sa connaissance des maux dont souffrent les populations de la localité et de votre détermination à y apporter des solutions appropriées. Ce projet facilitera le déplacement des populations, améliorer les bien-être et redynamiser les activités économiques. Ces grands travaux, dans l'immédiat, créeront beaucoup d'emplois, j'en suis sûre. Ce qui est un grand soulagement pour de nombreuses familles secouées par la crise. D'un coût de 105 milliards de francs CFA, le projet permettra de réaliser plus de 500 km de bitume. Il est réparti en 3 lots. Le premier lot, Goma-Koura, Léré, 165 km. Deuxième lot, Léré, Niafunké, 121 km. Et enfin, le troisième et dernier lot, Niafunké, Tombouctou et Diré-Goundam, 198 km. Le tronçon à la tournante Goma-Koura a été déjà réalisé et inauguré. La route Goma-Koura, Tombouctou et Diré-Goundam est le fruit de la coopération entre notre pays et l'Union européenne. Je suis très ravi que nous sommes maintenant au point de la reprise des travaux pour les routes. C'est les routes que nous avons déjà essayé de financer, mais nous continuons à se financer. Nous avons augmenté aussi notre soutien, que ces routes en réalité dans 2 ou 3 ans qui suivent. En procédant au redémarrage des travaux de cette route vitale pour le développement de notre pays, le Premier ministre dira qu'un pas important vient d'être franchi dans le désenclavement des régions du nord de notre pays. Être à Goundam aujourd'hui pour relancer les travaux d'une infrastructure majeure pour notre pays qui va lier le nord au sud est symbolique. C'est simplement pour illustrer, je pense, le retour du Mali dans la normalité et le retour du Mali dans la voie du développement, de l'entente, de la réconciliation. Je l'ai dit tout à l'heure, sur cette place, on ne distingue ni l'arabe du Tamashek, ni le Tamashek du Peul, ni le Peul du Bambara, ni le Bambara du Bela. On est tous maliens sur cette place, contents de célébrer le retour du Mali dans le concert des nations en voie de développement. C'est le lieu de remercier tous ceux grâce à qui cette journée a été possible. Ceux qui sont venus nous aider par la défense, la sécurité et les forces armées. Ceux qui sont en train de nous aider par le financement des infrastructures et ceux qui nous aideront demain par tout ce qui concerne les activités de relance de manière générale. Donc au nom des autorités, au nom du chef de l'État, je ne peux d'abord que remercier ceux-ci. Et ensuite, dire aux compatriotes que si nous sommes unis, si nous faisons de notre diversité une force, rien ne sera impossible pour le Mali. C'est un ouvrage de plus de 500 km goudronné, de Nyono jusqu'à Tombouctou, qui va être réalisé, nous espérons, d'ici 3 ans. D'autres vont suivre. Et cela grâce à la paix, grâce à l'entente, grâce à l'unité. Le projet qui s'inscrit dans le cadre du programme sectoriel des transports et du plan décennal de développement des régions du Nord permettra de créer 1000 emplois directs et la réalisation de 18 forages équipés en pompes manuelles. Les travaux dureront 31 mois. Après son arrivée à Goundam, le Premier ministre Moussa Mara a rendu une visite de courtoisie aux notabilités regroupées au centre de santé. Occasion pour lui de leur demander de faire des bénédictions et de travailler à la réconciliation nationale des cœurs et des esprits. À noter que la cérémonie s'est déroulée en présence d'une dizaine de membres du gouvernement et du secrétaire d'État français chargé du développement. Voilà, les travaux vont durer 31 mois. La 3e réunion de suivi des engagements de Bruxelles au profit du Mali vient de prendre fin ici même à Bamako. Le Mali et ses partenaires se disent satisfaits des niveaux d'engagement et de décaissement. Un niveau de décaissement un peu moins de 45%, signe que notre pays a tenu la parole selon le commissaire européen au développement. Le reportage de Kessira Emmanuel Dambélé.
Côté partenaire et côté malien, on se dit satisfait au sortir de cette troisième réunion de suivi des engagements de Bruxelles. Les deux parties ont tenu leurs engagements, gage de la poursuite d'une collaboration franche. La rencontre de Bamako a constaté l'évolution positive de la situation au Mali et recommande l'accélération du retour des réfugiés et de l'administration dans le nord, de même qu'une action de communication adaptée pour une meilleure communication sur le processus de Bruxelles. Aujourd'hui, le niveau de décaissement des fonds promis à Bruxelles avoisine les 45% et selon le commissaire européen au développement, cela est signe que le Mali a tenu parole puisque l'aide était conditionnée à certains efforts de Bamako. Les bailleurs ont confirmé leur détermination à continuer d'aider le Mali. La France est décidée à rester au premier plan, tenant la promesse faite l'an dernier par le président de la République François Hollande à Bruxelles. Nous devons rester mobilisés pour inscrire dans la durée les succès déjà engrangés et les multiplier. Poursuivre les réformes, veiller à l'efficacité de nos interventions, travailler main dans la main, dans la franchise et dans la transparence. Voilà ce qui a été dit aujourd'hui et j'en suis très satisfaite. Les partenaires vont donc rester aux côtés du Mali comme pressenti dès l'ouverture des travaux. L'Union européenne a annoncé son engagement dans un autre chantier majeur du Mali, la route de Tombouctou via Nyono. Je voudrais aussi dire que l'Union européenne s'est aussi engagée pour la reprise des travaux sur l'axe routier Nyono-Tombouctou. Il s'agira du premier axe bitumé entre Bamako et Tombouctou que l'Union européenne financerait à l'auteur de 197 millions d'euros. Je voudrais aussi dire que globalement, des progrès notables ont été constatés au cours de cette dernière année en matière de développement et de gouvernance. Toutefois, d'importants progrès restent à faire. Il est important que le nouveau gouvernement poursuive et intensifie les actions engagées par la précédente équipe. Le Premier ministre malien saluera l'engagement de tous avant de confirmer l'engagement des autorités à aller de l'avant de manière décisive. À poser des actes dans le cadre de la réconciliation, dans la conclusion de discussions et de dialogues politiques avec l'ensemble de nos compatriotes. Dialogue qui seul est en même de poser les jalons d'une résolution durable et permanente des problèmes au nord de notre pays. Vous confirmez en même temps notre engagement à pousser les réformes de décentralisation à un niveau qui va permettre à l'ensemble des populations maliennes de bénéficier de ce changement politique important. La prochaine réunion de suivi des engagements de Bruxelles est prévue pour le 30 septembre 2014 à Paris. La République populaire de Chine a remis hier au Premier ministre un lot d'équipements roulants et d'ordinateurs destinés au GMS. Le coût total de ce don s'élève à environ 4 milliards de francs CFA, compte rendu Youssouf Diakité. 4 milliards de francs CFA, c'est le montant du matériel remis au gouvernement du Mali par la République populaire de Chine. Une façon pour la Chine de contribuer à la stabilisation du pays à travers le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée malienne. La crise malienne est sécuritaire, mais elle est surtout liée au développement. La partie chinoise partage le même point de vue. Elle mesure pleinement l'importance de réaliser le développement au nord pour y installer la paix et souhaite se joindre aux efforts du gouvernement malien en la matière. Ce don en matériel qui inclut 90 véhicules, 205 génératrices, 300 ordinateurs, 300 imprimantes, 50 photocopieuses, 30 scanners, 20 000 moustiquaires antipaludiques et 10 000 tapis sera principalement destiné au développement du Nord. Le Mali s'honore de l'excellence jamais démentie de la coopération entre Pékin et Bamako. La Chine a toujours été aux côtés du Mali dans la bataille pour le développement
avec la réalisation d'importantes infrastructures, la livraison d'innombrables biens d'équipement, une assistance technique nombreuse et multiforme. La coopération avec la Chine, qui date de plusieurs dizaines d'années, depuis les indépendances, n'a jamais démenti la relation fraternelle entre nos deux pays, qui s'est traduite sur plusieurs plans, sur le plan industriel, sur le plan commercial, sur le plan des infrastructures et sur le plan humanitaire, où à travers des dons réguliers, la Chine a toujours intervenu aux côtés du Mali, quand le Mali en a eu besoin. Aujourd'hui, vous êtes témoin de l'un des plus grands dons que la Chine a effectué pour notre pays. En tout cas, les 10 dernières années, c'est le plus grand don. L'ambassadeur de Chine a ensuite rassuré le gouvernement malien qu'il y a déjà un service après-vente installé à Bamako pour le suivi régulier des véhicules en question. Nous restons avec le Premier ministre qui a reçu en audience une délégation de la Jeune Chambre internationale Mali. Cette rencontre avec le chef du gouvernement se situe dans le cadre de la visite au Mali du président de cette organisation, le président mondial de cette organisation. Avec eux, Moussa Mara a évoqué le rôle de la jeunesse dans la construction du pays. Nous retrouvons Youssouf Diakité. La Jeune Chambre internationale Mali demande le soutien du Premier ministre. Occasion également pour les responsables de l'organisation de présenter au chef du gouvernement le président mondial de la Jeune Chambre internationale. The visit in Mali is very fruitful. La visite jusque-là au Mali a été très fructueuse. Nous avons rencontré beaucoup de membres actifs et des membres des organisations locales. Et j'espère de tout cœur que la JCI Mali va continuer le très bon boulot qu'ils font et que la JCI Mali aura un très long parcours au niveau de la communauté. Ça a été un très bon entretien avec le Premier ministre et comme le Premier ministre a su le dire, qu'il n'a pas trouvé une organisation de jeunes à la hauteur de la Jeune Chambre internationale du Mali et que c'est un bon signe parce que ça montre que la Jeune Chambre et le gouvernement sont en train de travailler main dans la main et j'espère de tout cœur que cela va continuer et que les résultats seront multipliés au niveau de la communauté. JCI in Mali. On a beaucoup à apprendre la Jeune Chambre. Et moi, je connais suffisamment la structure à l'intérieur pour savoir que c'est l'idéal pour la jeunesse. Je pense que vous avez été reçu par le ministre Diarra, c'est une bonne chose. Et j'espère qu'il y aura un partenariat entre son ministère et la Jeune Chambre. Parce que je l'ai dit plusieurs fois, en termes d'organisation de jeunesse, je ne vois pas une seule qui égale la Jeune Chambre. Lui, il a des chantiers importants en matière de construction citoyenne, justement. Et je pense que vous pouvez donner beaucoup de leçons, beaucoup d'idées. Et j'espère qu'il va travailler avec vous. Avec tous ses interlocuteurs, le président mondial a abordé les questions de leadership de la jeunesse. Une jeunesse engagée pour le développement de sa communauté. Ouverture ce matin à Bamako de la deuxième réunion ministérielle de la plateforme de coordination des stratégies Sahel, présidée par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Cette réunion permettra d'initier des actes concrets afin de lutter contre le terrorisme et l'insécurité dans les pays du Sahel. C'est ce que nous dit Mahamadou Doumbia. Pour faire face à l'insécurité et aux menaces terroristes dans les pays du Sahel, une plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel a été mise en place. Elle regroupe les partenaires techniques et financiers, les représentants des Nations Unies, de l'Union africaine. Espace d'échange, cette plateforme ministérielle permet d'identifier les priorités communes en matière de sécurité, de gouvernance, de résilience et d'infrastructures régionales. Afin de définir les objectifs précis, il est impératif d'agir ensemble d'une manière effective et cohérente. Les partenaires techniques et financiers, l'Union africaine et les Nations Unies doivent coordonner leur intervention, a souligné en substance l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel. La multiplication des initiatives en faveur de la région du Sahel par les diverses organisations régionales et internationales exige un rôle prépondérant de la plateforme ministérielle de coordination, laquelle, depuis sa mise en place le 5 novembre de l'année dernière, n'a cessé d'œuvrer pour la recherche de solutions concrètes afin de faire face aux défis multiples que traverse la région du Sahel.
notamment dans le domaine de la gouvernance, la sécurité et la résilience. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale s'est félicité de la mise en place du secrétariat technique de la plateforme et de coordination des stratégies du Sahel. L'ampleur donc des défis sécuritaires, leur transversalité et leur caractère transnational nous oblige à emprunter la voie d'une coordination accrue entre les pays du Nord et du Sud du Sahara. En l'espèce, un renforcement du contrôle des frontières, une meilleure gouvernance du secteur de la sécurité et surtout un engagement communautaire plus poussé dans le cadre d'une gouvernance partagée de la sécurité nous permettront sans doute d'endiguer les phénomènes d'insécurité et de lutter efficacement contre la criminalité organisée. Co-présidée par les Nations Unies et l'Union africaine, cette plateforme comprend les représentants de l'Union du Maghreb arabe, la CEDEAO, la Communauté des États sahélo-sahariens, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, l'Organisation de la coopération islamique et plusieurs institutions financières internationales. Il faut ajouter qu'au cours de la cérémonie d'ouverture, une minute de silence a été observée en la mémoire des soldats français, africains et maliens tombés sous le champ de l'honneur lors de la crise que notre pays a connue. Audience à l'hémicycle, le président de l'Assemblée nationale a reçu la délégation de la Jeune Chambre internationale et celle de la plateforme des femmes, des organisations de la femme au Mali. Compte rendu d'audience avec Moussa Fane. Les membres de la Jeune Chambre internationale sont les premiers à être reçus par le président de l'Assemblée nationale. Les échanges ont porté sur l'accompagnement de la Jeune Chambre internationale par les députés. Le président 2014 de la Jeune Chambre internationale en visite à Bamako s'est dit satisfait de la rencontre. Au sein de l'Afrique et du Moyen-Orient, nous avons demandé à avoir un entretien avec le président de l'Assemblée nationale afin de renouer et de renforcer les liens entre le gouvernement du Mali et la Jeune Chambre internationale du Mali, afin que nos membres puissent être plus motivés et à continuer le travail et à servir leur communauté. Nous avons été très satisfaits et nous voyons que nous allons continuer à avoir de très fortes relations avec le gouvernement. La seconde délégation est reçue par le président de l'Assemblée nationale et celle de la plateforme des organisations féminines du Mali. Les femmes ont condamné l'enlèvement des lycéennes au Nigeria. Une actualité qui touche les femmes du monde, notamment les femmes du Mali. Il s'agit de ce qui se passe, l'enlèvement des filles du Nigeria. Des petites filles qui ont été enlevées et qui n'ont eu que seul tort d'aller à l'école. Et nous pensons que ça, c'est un acte à ne pas encourager, à dénoncer. Les femmes du monde se sont mobilisées, de l'Amérique à l'Afrique, en passant par l'Asie, pour parler de cette situation. Et nous sommes venus à l'Assemblée nationale parce que nous pensons que c'est les représentants légitimes du peuple malien. Nous sommes venus leur parler de cette situation et des situations à venir. Il faut qu'il y ait vraiment des prévisions pour que cette indignité humaine qui frise vraiment la morale ne se passe plus jamais dans le monde. C'est une très grande satisfaction. Pourquoi? Nous recevoir à l'aise, nous recevoir vraiment dans la dignité, nous recevoir et nous comprendre. Et s'engager auprès des femmes du Mali, nous pensons que ça a été un succès et une réussite. Le président de l'Assemblée nationale a retiré son soutien aux femmes et a condamné cet acte d'enlèvement. Il a encouragé toutes les initiatives de défense des droits des femmes. Selon lui, la religion doit être source de dialogue, de compréhension et non de haine. Nous restons à l'Assemblée nationale où les députés ont adopté le projet de loi portant prévention et répression de l'enrichissement illicite. Les élus l'ont approuvé avec 127 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Après la promulgation de la nouvelle loi, les contrevenants s'exposeront à une peine allant de 1 à 5 ans d'emprisonnement. Le compte rendu, c'est avec Moïse Traoré. Le projet de loi portant prévention et répression de l'enrichissement illicite est adopté par l'Assemblée nationale avec 127 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Avec l'application de la nouvelle mouture, il sera infligé au moins une peine de 1 à 5 ans d'emprisonnement selon l'importance de l'infraction. Le contrevenant pourrait payer une amende équivalente au triple de la valeur des biens jugés illicites. S'il est difficile de prouver la corruption parce que le corrupteur ne le dit pas, le corrompu ne le reconnaît pas, le produit de la corruption peut être l'enrichissement illicite et donc on peut atteindre la corruption à travers l'enrichissement illicite.
La liste des personnes soumises à déclaration de biens est étendue. Il s'agit par exemple des présidents et chefs d'institutions de la République, des ministres, des chefs d'état-major et de tout agent chargé de la fonction d'ordonnateur ou de comptable public. La commission de loi a dit non, il faut se limiter aux ordonnateurs de budget ou aux ordonnateurs délégués de budget. Par rapport à la déclaration de biens, non seulement de celui qui est censé être responsable de quelque chose, mais de celui des biens de son conjoint. Nous avons dit non, il faut là également limiter. Il faut se limiter aux conjoints mariés sous le régime de la communauté des biens. Parmi les recommandations de la commission des lois, on note la réforme du pôle économique et financier, juridiction spécialisée, et la création d'une structure unique de contrôle. Les élus déplorent que l'application des lois pose souvent problème au Mali. Nous avons noté au niveau du gouvernement une volonté de faire une application rigoureuse de cette loi, et de prendre rapidement un décret d'application également, mais nous serons vigilants. Et cela fait partie en fait des prérogatives des députés qui, après avoir voté une loi, sont responsables du suivi de la mise en œuvre de cette loi. Le vote du projet de loi portant prévention et répression de l'enrichissement illicite est intervenu à 0h21. La plénière a ensuite approuvé par 102 voix pour, 0 contre et 0 abstention une résolution invitant le président de l'Assemblée nationale à prendre les dispositions nécessaires à la bonne exécution des missions assignées à la commission ad hoc devant orienter les députés sur le dossier de mise en accusation de l'ancien président Amadou Toumani Touré. La haute autorité de la communication, ce projet en gestation prend petit à petit forme en attendant que les députés se prononcent sur ce projet en plénière. Le ministre de l'économie numérique, de l'information, de la communication a échangé avec les membres de la commission de l'éducation, de la culture sur la vocation de la HAC. Une vocation qui est de réguler toute la presse. Mahamadou Kamara est interrogé par Mohamed Diarra. Nous avons des projets de loi, notamment la création de la haute autorité de la communication, dont l'ordonnance a été signée au mois de janvier 2014 et elle doit désormais être votée à l'Assemblée nationale pour avoir force de loi. Donc nous sommes venus rencontrer les députés de la dite commission pour échanger avec eux sur le sens de cette nouvelle autorité qui a vocation à remplacer le Conseil supérieur de la communication pour réguler le secteur de la communication au Mali, les médias privés comme les médias publics. Quelles étaient les impressions des membres de la commission? C'est un échange très fructueux, très intéressant. On a compris qu'il fallait davantage expliquer quel va être le rôle de cette haute autorité à côté du Comité national d'égal accès aux médias d'État, qui lui a une vocation à assurer le pluralisme sur les médias d'État, alors que la HAC, la haute autorité de la communication, elle aura une vocation de réguler l'ensemble du secteur. Voilà, donc il est important pour nous d'expliquer le rôle des uns et des autres pour que les députés le comprennent bien. Alors quand est-ce que la HAC sera mise en place, franchement? Elle sera créée dès lors que les députés auront voté. Après, il y a des décrets d'application qui seront mis en œuvre pour qu'elle soit effectivement créée. Cela passe également par la nomination des membres de la HAC, qui sont au nombre de 9. 3 seront désignés par le chef de l'État, 3 par le président de l'Assemblée nationale et les 3 autres par les professionnels du secteur des médias. Le monde des affaires à présent, lancement ce matin de la 4e édition de la journée des banques et établissements financiers du Mali. Cette édition s'inscrit d'une part dans le cadre des activités, relations et projets des banques et établissements financiers et d'autre part sert de trait d'union entre les banques et le public. Prennent part à ce salon donc 17 institutions financières de la place. C'est ce que nous dit Nyanya Aliou Traoré. C'est tout le Gotha du monde financier malien qui s'est donné rendez-vous ce matin au CICB. Coup de main franche par là, accolade par-ci, dans une ambiance de convivialité. Tout annonçait un heureux événement. Pour la 4e fois, se tient la journée des banques et établissements financiers du Mali. Une édition qui vise 4 objectifs. Comment assurer la formation, l'information, la sensibilisation et l'éducation financière des populations, assurer la vulgarisation des produits et services bancaires et financiers, comment renforcer et contribuer à la bancarisation de l'économie et enfin au développement de paiements électroniques. Et enfin, le 4e objectif que nous nous fixons, c'est de dire comment assurer le lien entre l'école et la vie professionnelle.
Le salon de cette édition enregistre 17 stands, soit la présence effective de toutes les institutions financières qui n'ont d'ailleurs pas manqué de notifier leur motivation. Aujourd'hui, avoir une journée des banques, c'est l'occasion pour nous de promouvoir davantage ce que nous faisons et ce que nous pouvons faire davantage pour l'Afrique. Nous profitons également pour sensibiliser les consommateurs, les acteurs sur la nécessité de prendre des cartes GIM pour faire leurs transactions quotidiennes au Mali, mais également dans la zone UEMOA. Le ministre de l'économie et des finances, au nom du gouvernement, a salué la tenue de ces journées. Elle a félicité les initiateurs et les a exhortés à rester sur cette lancée. Nous pensons que c'est comme ça qu'on vulgarise les produits financiers, c'est comme ça qu'on forme le citoyen au système bancaire, parce que je pense que pour qui est dans l'activité économique, quel que soit le secteur, on a besoin d'être financé. Et quand on a des ressources à mettre aussi en sécurité, on a besoin de savoir là où on peut les faire fructifier. Donc par rapport à ça, nous pensons que ces journées sont une très bonne initiative. Le public est attendu durant ces 2 jours pour découvrir les nombreuses prestations offertes par le salon du banquier. Et déjà, quelques visiteurs sont tombés sous le charme. Nous avons vu que dans les banques, il y avait des t-shirts à offrir, des polos. Par les cadeaux, j'ai appris qu'étant étudiant, on peut avoir des comptes bancaires et tout. Les stages qui sont été offerts à la Banque Atlantique. Voilà, avec les banquiers, c'est surtout l'argent. En prélude au forum régional des investisseurs qui se tiendra les 23 et 24 mai prochains, l'association des régions du Mali a tenu une conférence de presse ce matin, ici même à Bamako. Ce forum régional des investisseurs réserve une part importante aux acteurs intéressés par l'ensemble des filières économiques. Rachel Tissougué. Le forum régional des investisseurs se tiendra à Ségou les 23 et 24 mai. C'est l'annonce faite par l'Association des régions du Mali lors d'une conférence de presse. Ce forum a pour objectif de réunir les investisseurs, les partenaires au développement et l'État pour leur présenter les opportunités d'investissement dans les régions à travers des projets identifiés dans les filières prioritaires. Les filières porteuses ont été étudiées dans toutes les régions. Et les projets qui vont être exposés, qui vont être mis à la disposition des investisseurs sont en adéquation avec cette stratégie. Ça permet aux investisseurs de connaître les opportunités d'affaires qui se présentent à eux au niveau de ces territoires. Les filières identifiées devront répondre aux critères de mobilisation du secteur privé. Chaque région a un contexte particulier. Le Mali, d'une façon générale, est un pays à vocation agro-pastorale. Ces projets, dans une large majorité, seront axés sur les potentiels de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Au cours de ce forum, il est prévu la visite d'une infrastructure clé dans le potentiel agro-industriel, le barrage de Markala. Pour réussir ces affaires, il faut certainement une bonne planification. La cellule de planification et statistique du secteur mines et énergie vient d'organiser sa revue. La session doit permettre aux acteurs des mines et énergie de mettre en œuvre la revue des projets et programmes et des indicateurs du cadre stratégique du secteur Garibou-Pérou. Dans le secteur des mines et d'énergie, le gouvernement veut orienter son action publique vers une vision soutenue par des buts clairs. Il s'agit au cours de cette revue de procéder à une analyse critique de l'état d'exécution des projets et programmes et les acquis financiers. Il s'agit de donner une image fidèle de l'état d'avancement des projets qui sont inscrits au programme triennal d'investissement pour 2013-2015, en analysant le niveau de réalisation physique et la situation de décaissement des projets. Le gouvernement s'est engagé dans le domaine des mines à articuler ses actions autour, entre autres, de la mise en œuvre d'une stratégie de développement industriel basée sur l'exploitation et la valorisation des substances minérales autour d'autres minerais autres que l'or, ainsi que la sécurisation des sites miniers. Dans le secteur de l'énergie, il s'est engagé à mettre en place un accent particulier sur la résorption de nos déficits de production estimés à environ 111 MW en 2013. En perspective, plusieurs actions devraient se concrétiser au cours de cette année 2014 dans le secteur des mines et de l'énergie. La poursuite de la recherche minière
la relance de la prospection pétrolière et la mise en œuvre du plan d'action de diversification de la production minière adopté par le Conseil des ministres du 14 mars 2012. Évidemment, la création de l'école africaine des mines. Pour le secteur énergie, il s'agira entre autres de poursuivre les mesures de renforcement des capacités de production, d'assurer la mise en œuvre du projet de valorisation à grande échelle de l'utilisation des énergies renouvelables au Mali, de poursuivre la mise en œuvre des programmes et projets existants comme le PAZ. Il faut rappeler qu'en 2013, le secteur des mines a contribué à hauteur de 7,1% au PIB avec une production de 50 tonnes d'or et 218 milliards de francs CFA au budget national. Quant au secteur de l'énergie, des efforts considérables sont en train d'être consentis par le renforcement des capacités de production à travers l'extension des réseaux, la promotion de l'électrification en milieu rural et le développement des ressources d'énergie renouvelables. Contribuer à la protection de l'environnement à travers la mobilisation et la conscientisation de la jeunesse, c'est l'objectif d'une formation qui s'est tenue au centre ASDAP de Faladier. L'initiative est de l'espace émoi avec le soutien financier du PNUD, Lamine Keïta. Face au changement climatique actuel avec ses corollaires, que sont les inondations, la dégradation des terres, il est important de sensibiliser et de mobiliser la jeunesse pour qu'elle soit un acteur majeur dans la lutte contre le phénomène. C'est dans ce cadre que se tient cet atelier de formation. L'objectif de cette rencontre est, comme l'indique le projet permettant de financer l'activité, de contribuer à la protection de l'environnement à travers la mobilisation et la conscientisation de la jeunesse. Après CAI en novembre 2013, l'UJIMOA se réunit à Bamako pour mener des actions d'information et de sensibilisation sur les thèmes du Fonds pour l'environnement mondial, mais surtout créer le cadre permettant de créer et de mettre en place des échanges sur les préoccupations du monde et qui concernent à plus d'un titre la jeunesse que vous êtes. L'organisation de cette activité est conçue et formulée de sorte à avoir un impact direct sur l'amélioration des conditions de vie des populations et de renforcer davantage les capacités environnementales des membres de la jeunesse UMOA, les scolaires, les associations et ONG partenaires. La jeunesse de l'espace UMOA accorde une attention particulière à cette formation car les questions environnementales demeure un défi majeur pour tous les pays du monde. En tant que jeune et en tant que femme, je souhaiterais avoir des outils nécessaires pour pouvoir aujourd'hui préserver cet environnement qui est avant tout un environnement pour nous les jeunes qu'on devrait protéger, une obligation et un devoir pour nous tous de protéger cet environnement. En plus de la jeunesse de l'espace UMOA, les ONG chargées des questions environnementales participent également à cette rencontre d'échange. Autre grand titre de cette édition, 772 000 tonnes de riz paddy, c'est l'objectif affiché par l'Office du Niger pour sa campagne agricole 2014-2015. L'annonce a été faite ce matin à Kolongo lors du lancement de la campagne agricole du géant risicole du Mali. En plus du riz, plusieurs autres spéculations comme la tomate, la pomme de terre seront produites en quantité et c'est là pour le bonheur du panier de la ménagère. Et c'est le ministre du Développement rural qui a présidé la cérémonie de lancement de Ségou, la correspondance de Dougou Fana Traoré. La réduction du prix du sac de 50 kg d'engrais de 12 500 francs à 11 000 francs par le président Ibrahim Boubacar Keïta a été bien apprécié par les exploitants agricoles de la zone Ofi du Niger. Son incidence sur le revenu de l'ensemble des producteurs s'élève à 4 milliards 600 millions de francs CFA selon le PDG de l'entreprise. Pour cette campagne agricole 2014-2015, les riziculteurs de l'Office du Niger promettent de mériter cette confiance du président de la République et d'honorer cet engagement du chef de l'État. Témoin les objectifs de cette campagne. Pour la présente campagne 2014-2015, qui est la première du contrat-plan, la période 2014-2018 entre l'État, l'Office du Niger et les exploitants agricoles, il est attendu 772 000 tonnes de paddy, 357 000 tonnes de produits maraîchers, 31 000 tonnes de maïs. C'est que je demande aux producteurs maintenant de se mettre au travail. De se mettre au travail parce que même si toutes les conditions sont réunies, sans le travail, il n'y a pas de résultat. De toute façon, le bien-être du producteur a toujours été le souci du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le Niger occupe une grande importance pour nous. Le meilleur producteur, avec plus de 9 tonnes à l'hectare, ceci est un message extrêmement important, est une très bonne nouvelle pour l'ensemble national. Ça veut dire qu'au Mali,
nous avons la possibilité d'atteindre 9 tonnes à l'hectare. Avec 9 tonnes à l'hectare, l'autosuffisance alimentaire au Mali serait un vieux souvenir. Donc j'exhorte les productrices, les producteurs à suivre les exemples. Et il n'est pas seul. On m'a cité beaucoup de bons exemples. Il y en a un qui a retenu mon attention. On m'a présenté un jeune diplômé de l'APEJ qui produit, qui sur sa parcelle est entre 8 et 9 tonnes. Cela vraiment est un appel à l'ensemble de la jeunesse malienne, à l'ensemble de la jeunesse désœuvrée dans les villes, à l'ensemble donc de la jeunesse en quête d'emploi, pour dire qu'au Mali, l'emploi ne manque pas. Nous avons donc le bassin d'emploi agricole qui peut offrir des opportunités d'emploi à l'ensemble des jeunes et bien sûr porter l'ambition du chef de l'État. La remise des prix aux meilleurs producteurs de la zone office du Niger et une visite d'une cage flottante à poissons dans un canal de Kolongo ont mis fin à cette cérémonie de lancement de campagne. Nous restons à Ségou où le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de visiter l'université de la cité des Balanza. Constat, la structure connaît les difficultés liées à l'insuffisance d'infrastructures. C'est ce que nous dit Kandesilla. 2 sites de l'université de Ségou ont été visités par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le site de 200 hectares à Nerekoro et celui de 300 hectares à Dougadougou. Les 2 sites qui sont matérialisés sont encore à l'étape projet. Un autre centre d'intérêt de la visite du ministre Tal et de sa délégation a été les installations de l'université de Ségou, notamment le siège de la faculté des sciences sociales FASO en cours d'installation et la faculté d'agronomie et de médecine animale FAMA. De façon générale, dans ces 2 facultés, comme au niveau des salles de cours et d'informatique également visitées par la délégation, l'université de Ségou connaît plusieurs difficultés. Cela, malgré quelques innovations, comme le tableau numérique dont le ministre a assisté à une démonstration et un amphi d'une capacité de 500 places. Ségou a la chance d'avoir la première université au Mali située en dehors de Bamako. L'ambition que nous avons, c'est de faire en sorte que Ségou soit un véritable pôle universitaire avec toutes les infrastructures souhaitées. Des infrastructures indispensables à une bonne université. Bien sûr, les amphithéâtres, les salles de TD, les restaurants universitaires, les résidences universitaires, des espaces pour le sport, etc. etc. L'idée, c'est de faire en sorte qu'au Mali, à moyen terme, tous les sites universitaires puissent avoir les mêmes commodités. Le ministre mettra cette tournée à profit pour partager avec les acteurs et responsables sa vision pour le devenir de l'enseignement supérieur au Mali. Autre visite en 5e région, le gouverneur de la région poursuit sa tournée de prise de contact à l'intérieur de la région. Il vient de séjourner dans les cercles de Koro, Bankas et Bandiagara pour s'imprégner des préoccupations des populations et prôner la paix et le pardon entre les différentes communautés. Reportage Yacouba Maïga. Comme à Tenenkou, Yuaru et Douanza, le gouverneur de la région de Mopti est venu dans les cercles de Koro, Bankas et Bandiagara transmettre les mêmes messages de paix et de réconciliation, ensuite s'imprégner des préoccupations essentielles des populations. D'une façon générale, il faut déplorer la faiblesse de mobilisation des ressources. Sans ressources, la décentralisation restera un vain mot. Les partenaires nous aident, mais il faut que nous comprenions que nous devons être plus fiers des réalisations que nous aurons effectuées sur nos propres ressources. En matière de mobilisation des ressources et de bonne gouvernance, les collectivités du cercle de Bankas dans leur ensemble sont à jour par rapport au paiement des salaires de leurs agents. Et la commune rurale de Dandouli dans le cercle de Bandiagara n'a, depuis l'avènement de la décentralisation, enregistré d'enriérés d'impôts, ce qui justifie les distinctions remises à ces collectivités, comme pour dire que la récompense du mérite est désormais instituée en région de Mopti. J'invite toutes les collectivités, avec l'assistance des préfets, à redoubler d'efforts, à mettre en place les structures appropriées pour mobiliser d'abord les ressources au niveau local. C'est à ce prix et à ce prix seulement que nous serons fiers de nous-mêmes parce que nous aurons réalisé des investissements sur nos propres fonds.
Cette série de tournées de prise de contact du gouverneur de la région de Mopti sera bouclée par les cercles de Mopti et Djenné. Sport, football, compétitions africaines des clubs en Coupe de la Confédération. L'AS Real de Bamako reçoit demain, samedi, l'AS Mimosa de Côte d'Ivoire au compte de la première journée des matchs de poule de la Coupe CAF. Avant la rencontre, notre équipe de reportage dirigée par Al Djoumatina est allée voir les deux formations à l'entraînement. Voici son reportage. L'AS Real de Bamako va faire ses grands débuts ce samedi en match de poule de la Coupe de la Confédération, en recevant l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Pour cette autre étape, le Real jouera 6 rencontres, dont 3 à domicile. C'est dire toute l'importance de ces premiers matchs pour les Scorpions, qui ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. On est en train de nous préparer avec le même état d'esprit, parce qu'il faut qu'on parvienne quand même à garder ça. Et ça ne sert à rien quand même de se qualifier en phase de poule, et après d'être dernier de poule, c'est pas normal. Seul club malien encore en lice sur le chiquet continental, le Real sait qu'il représente désormais tout un peuple. De quoi ragaillardir les acteurs. On va essayer de prendre les points à domicile et essayer de gérer les matchs à l'extérieur. Bon, la SEC, je pense que c'est une équipe prenable pour nous parce qu'on a le même style de jeu. Je pense que l'équipe qui saura être là mentalement aura la victoire. La SEC est une équipe qui joue le ballon à terre, tout comme l'AS Real. La différence devra alors se faire au niveau du mental, d'où le souhait de l'entraîneur des Noirs et Blancs de Bamako. Comme la phase éliminatoire, le Real ne manquera pas de motivation et d'accompagnement. Les gens oublient que nous représentons le Real. Nous ne représentons pas que le Real. Nous représentons le Mali et à ce titre, nous avons l'aide de tout le monde. Nous sentons tout le monde à nos côtés. Et ce défi-là, il faut qu'on le relève. Clin d'œil aux Ivoiriens à mise au vert au terrain du LC Ba. Deuxième en Ligue 1 ivoirienne avec 43 points à une longueur du CE Sport après 21 journées. La SEC ne semble pas venir au Mali en victime expiatoire. On parle bien du Real, qu'on ne connaît pas beaucoup. On parle bien de l'équipe. Nous, on pense que ça va être un bon match. Et puis, bon, je pense que c'est le public qui va être gâté le samedi. Ça va pas être facile. Il ne faut pas négliger l'adversaire. Si l'adversaire est en phase de poule, ça veut dire qu'elle mérite d'être là. Donc, nous respectons beaucoup l'adversaire. Mais encore une fois, le football, c'est sur le terrain, ça va se jouer. Nous, l'objectif, c'est de ramener un bon résultat à Abidjan. Dans la phase de poule, l'AS Real défiera outre la SEC, le Coton Sport du Cameroun et AC Léopard de Dologie du Congo-Brazzaville en aller-retour pour se qualifier en demi-finale. C'est dire qu'à domicile, le Real se doit de faire le plein. Mai 1984, mai 2014, le Budo Club a 30 ans. À cette occasion, il sera organisé ce samedi le show du Budo Club qui aura lieu au Palais des Sports de l'ACI 2000 et qui sera suivi d'un dîner gala et la journée des enfants. La célébration de cet anniversaire du Budo Club est placée sous la haute présidence de Mme Keita Aminata Maïga, épouse du président de la République. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Demain, retrouvez à 13h Amara Malé Diallo. Je vous donne rendez-vous pour la grande édition du soir. Vous pourrez revoir cette édition en tapant sur notre site www.ort1.ml. Au revoir et qu'Allah